Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 septembre et pour ouvrir le journal, nous allons parler de la position de la FIFA et l'UEFA sur Israël, un sujet qui va me retomber sur les dents, je le sens, mais que voulez-vous, ça me semble très important d'en parler. Nous parlerons également d'un sujet beaucoup plus léger, mais qui est néanmoins pas en la faveur de notre club français. Les Niçois sont déprimés ce matin, une défaite face à l'AS Roma, mais on va être honnête, c'était dramatiquement attendu. On évoquera les changements à venir pour la Coupe du Monde 2030, il y a un petit scandale à mon goût, on parlera du Paris FC qui fait évoluer son organigramme et de l'avenir d'Harry Kane. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Alors qu'Israël est très largement condamné désormais par la communauté internationale, du côté du football, rien ne se passe. La FIFA et l'UEFA tardent à exclure club comme nation des compétitions. Pourtant, des experts indépendants de l'ONU ont directement saisi ces instances footballistiques pour leur demander d'agir et apparemment rien ne se passe. C'est quelque chose qui est quelque peu dérangeant étant donné qu'on a le précédent russe où la Russie avait été extrêmement rapidement sanctionnée et ces clubs se sont retrouvés exclus de toutes les compétitions européennes. Du côté d'Israël, ça semble pas être un sujet et la défense de Seferin du côté de l'UEFA, c'est justement le cas russe où, en excluant la Russie, ils n'ont pas pour autant arrêté la guerre. Alors on va être honnête, on n'attend pas du football d'arrêter des guerres. Personne n'a prétendu que ça aurait cet effet. Il ne s'agit pas d'utiliser une technique d'homme de paille pour nier les responsabilités qu'ont les instances footballistiques dans ce scandale. L'action, elle doit être symbolique. Et je dis ça tout en étant de ceux qui considèrent que souvent ce genre de sanctions, ça nuit davantage aux sportifs qu'au pays. Mais là, on parle de clubs, de structures, d'un pays. On parle pas seulement de sport individuel où tu as des athlètes qui, d'ailleurs, généralement se présentent sous drapeau neutre pour quand même participer, par exemple, aux Jeux Olympiques. Donc, est-ce que la FIFA et l'UEFA vont enfin réagir? Est-ce qu'on va avoir des sanctions qui vont tomber pour Israël? Honnêtement, je l'espère, et en attendant, soutien aux Palestiniens. Oh, quelle surprise! Nice a perdu son premier match de Ligue Europa. Oh là là, on s'y attendait pas. Évidemment, je suis ironique parce que ceux qui ont la mémoire, même courte, se remémorent de la saison passée où Nice a eu un parcours absolument pitoyable en Ligue Europa. Je suis désolé, le mot est dur, mais en même temps, pitoyable, c'est le meilleur qualificatif qu'on peut coller à leur parcours européen. Eh bien, cette saison, ça commence pas forcément mieux. Tu loupes la qualification en Ligue des Champions, t'es reversé en Ligue Europa, tu commences face à la Roma, et il faut bien avouer que face à la Roma, t'espérais pas les 3 points, même si tu jouais à domicile. Résultat, défaite 1-2 pour les Niçois. Voici les compos qui étaient alignés. Et faut dire que la Roma, c'est le 4e de la Serie A, avec de beaux joueurs comme Koné, Dovbyk, Ndika, Soulé. Tous les jours, ces éléments, je les prends du côté de Nice. Et justement, à Nice, on peut pas dire que le match soit extrêmement satisfaisant. Alors, ça n'a pas été honteux, mais durant 70% de la rencontre, la possession était plutôt en la faveur de la Roma. Ils ont également eu le plus grand nombre de temps forts, et même s'ils n'ont pas eu 1 milliard de buts attendus, ils ont été cliniques face aux buts, donc forcément, ça marque une différence entre les deux équipes. Alors, tout n'est pas acheté du côté de Nice. Tu te rends compte qu'après le penalty qui réduit le score, tu as eu un peu d'espoir, tu as eu un banc qui était peut-être même plus efficace que celui de la Roma, mais pour autant, ça n'a pas suffi à renverser la rencontre. C'est pas un OGC Nice absolument honteux qu'on a vu hier soir, c'est juste une équipe objectivement plus faible que la Roma. Donc j'espère que dans les matchs peut-être un peu plus équilibrés sur le papier, Nice va redresser la barre. Mais c'est dur d'être optimiste encore une fois quand on repense à la saison passée. Préparez-vous à une Coupe du Monde à 64 dans 6 pays et sur 3 continents. C'est un délire pour l'édition du centenaire de cette compétition qu'on connaît bien. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le média anglais The Athletic nous annonce que la FIFA est proche de boucler définitivement ça et qu'on se dirige tout droit vers ce petit désastre. Alors quand je parle de désastre, c'est pas forcément pour le modèle à 64 pays. Alors évidemment, ça fait un peu l'école des fans, tout le monde est qualifié, tout le monde va participer, c'est formidable. Au final, ce que ça va donner, c'est juste des phases préalables de la compétition, des phases de
ligues qui seront quasiment des phases de qualification déguisées. Ça fera peut-être un peu moins de densité en termes de qualité des matchs, mais on va pouvoir s'en relever. Donc pour moi, le vrai scandale de cette Coupe du Monde, c'est surtout le fait que ça se déroule sur 3 continents. C'était bien beau de critiquer le désastre écologique qu'était la Coupe du Monde au Qatar, et il y avait de vrais sujets, mais alors là, quand tu vas prendre l'avion pour faire Uruguay, Espagne, Maroc, va falloir être prêt à encaisser le bilan carbone. La FIFA se défend en disant qu'ils vont mettre en place des actions de compensation, mais c'est quelque chose qui est très souvent dénoncé comme étant du beau greenwashing de la part des associations. Donc on verra ce que ça donne, mais moi cette Coupe du Monde, je me dis qu'elle va de plus en plus loin dans la caricature de ce qu'on critique aujourd'hui sur le foot moderne, le foot business, parce qu'évidemment le fait de mettre 64 pays, c'est davantage pour des questions politiques que la beauté du sport, et le fait de faire sur 3 continents, ça montre bien que t'en as rien à faire de l'écologie malgré les actes de compensation. Nouveau directeur sportif pour le Paris FC, et attention c'est du lourd, on parle de l'allemand Marco Nepp, et j'ai envie de prononcer ça Marco Nepp, comme s'il était italien, mais pas du tout, et pour cause, cet ancien joueur s'est notamment distingué du côté du Bayern Munich, où il est associé à des recrutements prestigieux. On le lit généralement à l'arrivée de Kingsley Coman, de Musiala, de Joshua Kimmich, et j'en passe, autant vous dire que c'est un nom qui va faire du bien au Paris FC. Alors il était déjà impliqué dans le club auparavant, sauf qu'aujourd'hui il prend officiellement du galon, c'est un proche de la galaxie Red Bull, et on peut dire que désormais le Paris FC va de plus en plus loin dans sa structuration. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nom qui est jeune, il a 39 ans, mais qui est déjà doté d'une grande expérience, et qui a justement brillé dans le recrutement de jeunes, dans la détection de talents qui peuvent grandir au sein du club, et on sait que le Paris FC, via le bassin parisien, mais également le savoir-faire en matière de post-formation de Red Bull, eh bien ça s'orientera pas mal là-dessus. Faut se rappeler des enjeux de la saison pour le PFC, c'est pas forcément d'aller chercher une qualification européenne. Aujourd'hui t'es 11e de Ligue 1 et c'est déjà très bien parce que le but c'est se maintenir dans l'élite, de structurer le club, de mettre en place un projet solide, et Marco Nepp arrive pour ça. Tottenham aimerait bien rapatrier Harry Kane et ça tombe bien, il aurait une clause de départ prévue dans son contrat et qui serait activable dès l'été prochain. On sait que Tottenham considère Harry Kane à juste titre comme une légende du club, et le nouvel entraîneur du club, à savoir Thomas Frank, n'a pas manqué de vanter les qualités de l'attaquant lors d'une conférence de presse. Faut dire qu'Harry Kane, encore aujourd'hui, c'est juste un joueur absolument monstrueux. On parle pas beaucoup de son efficacité en ce début de saison, mais en seulement 7 matchs, c'est 13 buts. La saison passée, c'était 41 buts en 51 matchs, et en plus de ça, c'est pas qu'une machine à faire des stats, Harry Kane, c'est un joueur qui délivre beaucoup de passes décisives et qui est très utile dans le jeu. Moi, mon interrogation, c'est sur le fait que sa clause évoque un montant de 65 millions d'euros pour le libérer, et il aura 33 ans l'été prochain, autant dire que c'est plus un très jeune joueur. Sauf que Kane, c'est déjà pas le roi de la course à haute intensité. Tu te rends compte que physiquement, c'est pas un genou de 20 ans. Je pense que à 31 ans, 32 ans, 33 ans, 35 ans, t'auras à peu près le même constat pour lui. On a des joueurs comme Robert Lewandowski qui nous ont prouvé que quand t'es un top numéro 9, tu vas pas t'éteindre tout de suite. Le Polonais, lui, il a carrément 37 ans, et je pense qu'Harry Kane, ce serait un renfort utile pour Tottenham, même du haut de 33, 34 ou même 35 années. La question, c'est également la suite du côté du Bayern Munich, parce que Tottenham, au-delà des considérations sportives, il y a un affect qui fait que c'est évidemment tentant. Le Bayern Munich a fait venir en prêt payant avec option d'achat Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. C'est peut-être ça qui marque l'avenir, reste que Jackson pour 80 millions d'euros. De mon côté, je trouve ça relativement cher. Terminé pour le journal du jour, pas de vidéo cet après-midi puisque je bosserai sur des sujets en dehors de Talk My Football. Je m'en excuse, vous prendrez votre mal en patience. En attendant, je vous donne rendez-vous demain midi pour un nouveau journal, demain après-midi pour une nouvelle analyse. Kiffez bien votre journée, salut!